Alors pour commencer, pour que vous visualisez un petit peu la chose, l'œil est constitué de 3 tuniques, interne, moyenne, externe, plus divers éléments. Dans la tunique externe, nous avons la sclérotique, qui est un peu le bouclier de l'œil, c'est-à-dire qui va permettre de protéger l'œil des agressions extérieures, de contenir la pression interne de l'œil, parce qu'il ne faut pas croire, hein, l'œil travaille énormément, il exerce beaucoup de pression. Il permet aussi de délimiter l'œil. Enfin, si vous voulez, c'est un peu le, comme je l'ai dit juste avant, c'est le bouclier, quoi. C'est vraiment le rempart ultime de l'œil, vraiment le truc solide, quoi. Et en fait, en avant de l'œil, il y a également la cornée. Alors la cornée, si vous voulez, c'est le prolongement de la sclérotique, sauf que ça fait une sorte de petite bosse, pour vous illustrer un petit peu la chose. Et en fait, cette petite bosse va avoir pour effet de faire converger tous les rayons lumineux vers le centre de l'œil. Dans la tunique moyenne, nous avons la choroïde, qui est une couche qui est remplie de pigments qui ont pour effet de ne pas laisser les rayons lumineux extérieurs entrer. C'est-à-dire qu'en fait, la choroïde, c'est une sorte de chambre noire pour l'intérieur de l'œil et elle assure également la nutrition de la rétine et de l'iris. Le corps ciliaire, qui est constitué de cellules musculaires, qui est attaché à la fois au cristallin grâce à des ligaments suspenseurs et à l'iris. Et enfin l'iris, qui est situé en avant du corps ciliaire. Alors cet iris va avoir 2 fonctions. La première, c'est qu'elle détermine la couleur des yeux. Et la deuxième, c'est qu'elle va s'adapter en fonction de l'intensité lumineuse reçue. Alors, en ce qui concerne la couleur des yeux, l'iris est constitué de pigments appelés mélanine. Et en fait, c'est en fonction de cette concentration de pigments qui va déterminer la couleur de votre œil. Ma phrase est absolument pas française, mais pour vous la reformuler, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de mélanine, votre couleur va virer au sombre, et inversement. Je pense que c'est un petit peu plus clair comme ça. Alors, en ce qui concerne l'adaptation de l'iris par rapport à l'intensité lumineuse reçue, je vais vous donner 2 exemples qui sont pour moi assez parlants et qui vous permettront de comprendre beaucoup plus facilement que des mots très compliqués et un baratin. Alors, exemple 1, il fait beau, il fait chaud, c'est une bonne après-midi du mois de juillet, vous décidez de sortir dans la rue et on sait pas pourquoi, vous avez l'idée stupide de regarder le soleil à l'œil nu. Alors quand je dis idée stupide, je dis pas que vous êtes stupide, je dis que l'idée est stupide. Parce que je veux dire, on l'a tous déjà fait, hein. Je l'ai fait, tu vois, mes amis l'ont fait, enfin j'en sais rien, il y a beaucoup, je pense qu'il y a énormément de monde qui l'ont déjà fait au moins une seule fois pour voir ce que ça fait. Je pense qu'on a tous voulu toujours essayer. Et en fait, quand vous regardez le soleil, alors déjà vous n'allez pas pouvoir le regarder très longtemps, et de deux, en fait, votre iris va se contracter pour diminuer l'intensité lumineuse qui viendra frapper votre rétine. Exemple 2, vous vous réveillez en pleine nuit d'un soir de décembre pour aller, je ne sais pas, aller chercher à manger ou faire autre chose, hein. Ça ne me regarde pas, vous faites tout ce que vous voulez. Donc il fait surtout froid et noir. Bon, encore il fait froid, on s'en fout un peu, mais surtout qu'il fait noir ou c'est vraiment obscur, que vous ne voyez pas grand chose. Et bien en fait, si vous voulez, là à l'inverse, votre iris va se relâcher pour augmenter l'intensité lumineuse qui viendra frapper votre rétine. Passons maintenant à la tunique interne. Et dans la tunique interne, nous avons en premier lieu la rétine. Alors la rétine, c'est un... comment expliquer ça? C'est un, si vous voulez, c'est un tissu nerveux situé entre le choroïde et le corps vitré. Alors c'est un tissu fortement innervé et très sensible. Il est constitué d'énormément de cellules nerveuses. Pour vous donner une idée, c'est des centaines de millions de cônes et de bâtonnets. Je pense que ça, les gens ont tendance à avoir cette notion de l'idée de cônes et de bâtonnets dans la rétine, pas peut-être pas dans la rétine mais dans l'œil en tout cas. Donc c'est dans la rétine où il y a les cônes et les bâtonnets. Et en fait, si vous voulez, la rétine elle a aussi un rôle que beaucoup de monde oublie, c'est que la dernière couche de la rétine, parce que oui, la rétine est constituée de diverses couches, il y en a 10 si je ne dis pas de conneries, je vérifierai mais il y en a 10 il me semble. Et en fait, la dernière couche, qui s'appelle l'épithélium pigmentaire, permet à la lumière de ne pas aller plus loin dans le crâne. La tache aveugle, c'est une zone située dans la rétine et qui correspond tout simplement au départ du nerf optique. Voilà, cette zone a priori pas beaucoup d'importance, mais il est important quand même de savoir que le nerf optique ne vient pas de nulle part et il provient de cette tache aveugle. Alors, la tache jaune, ou pour les intimes, la macula lutea,
est une zone située au fond de l'œil dans l'axe de la pupille. Alors pourquoi elle est située ici? Parce que si vous voulez, c'est dans cette zone où les rayons lumineux arrivent directement avec le moins d'interférences possible. Donc voilà, c'est une première particularité de cette tâche. La deuxième particularité, c'est qu'en fait cette tâche a une forte concentration de cônes. Et enfin, au milieu de la tache jaune ou de la macula luteosa, ça dépend comment vous l'appelez, se situe la fovea, qui est une zone caractérisée par une forte, très forte plutôt, concentration de cônes. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, il y en a un peu plus de 400 000, donc c'est quand même relativement énorme. Et en fait, si vous voulez, cette zone est la zone d'acuité maximale de l'œil. Si on devrait reformuler ça, ça veut dire que c'est l'endroit où la vision est la plus précise en éclairage diurne. C'est complètement logique quand on y réfléchit, c'est la zone de l'œil où il y a le plus de cônes au millimètre carré. Donc forcément, la vision va être le plus nette. Maintenant, dans les autres éléments qui constituent l'œil, nous avons la pupille qui est tout simplement plutôt le trou circulaire au centre de l'iris. Et si vous voulez, cette pupille va être l'objet de deux réactions physiologiques. Alors, ces deux réactions sont des conséquences directes des deux petits exemples qu'on avait vus, vous vous souvenez, précédemment quand on a abordé l'iris. C'est-à-dire que quand l'œil reçoit une forte intensité lumineuse, l'iris se contracte, donc le volume de la pupille diminue, donc cette réaction s'appelle le myosis. Et inversement, quand nous sommes dans un endroit où il y a très peu de lumière, dans l'obscurité la plus totale, par exemple, l'iris va se relâcher. Du coup, la pupille, plutôt le diamètre de la pupille va s'agrandir et on appelle ça tout simplement la médriase. Nous avons également le cristallin qui est une lentille transparente située derrière l'iris et qui va avoir le même rôle que la cornée, c'est-à-dire qu'il va concentrer les rayons lumineux sur la rétine pour que la rétine traduise ensuite ces rayons lumineux en une image nette. Mais il va avoir aussi une autre particularité, c'est-à-dire que le cristallin a le pouvoir de s'accommoder. Le principe d'accommodation, c'est quand l'œil passe de la vision lointaine à la vision proche, donc approximativement inférieure à 6 mètres. Et en fait, si vous voulez, c'est caractérisé par le relâchement du corps ciliaire et donc par conséquence l'arrondissement du cristallin. A l'inverse, le principe de désaccommodation, qui est le contraire du principe d'accommodation, et quand on passe de la vision proche à la vision lointaine, donc supérieure à 6 mètres, le corps ciliaire, là, au lieu de se relâcher, va se contracter et du coup le cristallin va par conséquence s'aplatir. Et maintenant, l'humeur aqueuse, qui est un liquide transparent situé dans la chambre antérieure ou qui plutôt remplit la chambre antérieure. Alors cette fameuse chambre est située entre la cornée et l'iris, donc c'est un faible volume. Et en fait, cette humeur aqueuse est constituée de 99% d'eau et les 1% restants sont constitués de divers éléments comme par exemple les protéines, le glucose, la vitamine C, l'acide lactique, enfin vraiment de divers éléments qui ont un rôle nourricier. Mais l'humeur aqueuse permet également de maintenir la pression intraoculaire et, ça ce qui est très important, permet aussi de maintenir la forme de l'œil. Et pour la petite info gratuite, l'humeur aqueuse est renouvelée constamment toutes les 3 heures. Voilà. Et enfin, le corps vitré, qui est une substance transparente et gélatineuse formée à 95% d'eau et qui représente 90% du volume total de l'œil. Alors cette substance qui représente quand même une énorme partie de l'œil a la principale fonction d'amortir les chocs. C'est enfin fini, j'en voyais vraiment pas le bout. Après cette partie était un peu chiante entre guillemets et un petit peu rédigée à la manière bourrage de crâne, mais j'étais un petit peu obligé de vous donner certaines précisions concernant certains éléments pour comprendre la suite. D'ailleurs la suite elle va arriver maintenant et cette transition n'est pas du tout travaillée. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite parenthèse sur les notions de cellules photoréceptrices et cellules nerveuses. Une cellule photoréceptrice est une cellule sensible à la lumière,
Donc, quand la cellule reçoit de la lumière, elle va être stimulée et va traduire l'information portée par la lumière en un message neurochimique. En ce qui concerne les cellules nerveuses, il y en a plusieurs sortes, mais celui qui nous intéresse, ce sont les neurones. Alors les neurones sont spécialisés dans la communication et dans le traitement des informations, ce qui n'a totalement rien à voir avec les cellules photoréceptrices. Et pour vous donner un peu une image en tête, un neurone est constitué de 3 parties. Un corps cellulaire, où il y a le noyau, des dendrites, ce sont des sortes de ramifications où le neurone reçoit les informations, et un axone, qui est un long tube, un long fil, enfin vous faites votre propre image, un axone, et c'est par cet axone que le neurone va transmettre ces informations. Une petite parenthèse, l'axone peut mesurer de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Alors les cônes et les bâtonnets qui se situent dans l'épithélium pigmentaire, qui est la dernière couche de la rétine, c'est juste pour le rappel, ces cônes et ces bâtonnets vont traduire l'information qu'ils reçoivent par la lumière en un signal neurochimique. Alors ce signal, ils ne vont pas le garder pour eux, ils vont l'envoyer aux cellules nerveuses qui se situent également dans la rétine, tout ça se fait dans la rétine, on est d'accord. Ils vont transmettre cette information, donc ce signal, à des cellules nerveuses, des cellules bipolaires, on appelle ça des cellules bipolaires. Ces cellules bipolaires qui vont recevoir ce signal vont le transmettre aussi aux cellules ganglionnaires, qui sont d'autres cellules nerveuses. Et ces cellules ganglionnaires, elles sont très importantes parce que les axones de ces cellules ganglionnaires vont se rassembler. C'est pour vous donner une idée, ils vont se rassembler. Et en fait, c'est ce rassemblement d'axones qui va former le nerf optique. Mesurant 5 cm de long et 4 mm de diamètre, le nerf optique a pour rôle de tout simplement transmettre l'information de la rétine à l'aire visuelle primaire qui se situe dans le lobe occipital, qui se situe lui-même dans le cerveau. Avant que les deux nerfs optiques aillent rejoindre l'aire visuelle primaire, ils vont avant se croiser dans une zone que l'on appelle le chiasme optique. Alors pourquoi cette zone mériterait notre attention? C'est tout simplement parce que dans cette zone, certains axones vont changer de côté. Alors pourquoi vont-ils changer de côté? C'est tout simplement parce que... Enfin, je vais l'expliquer autrement. Imaginez, vous prenez vos deux yeux, votre œil droit et votre œil gauche. Votre œil droit est défini en deux champs, la partie droite et la partie gauche. Pour faire simple, c'est-à-dire que certains axones transportent l'information de la partie droite et certains axones transportent l'information de la partie gauche. Voilà. Et en fait, si vous voulez, dans le chiasme optique, les axones transportant la même partie vont se réunir. C'est-à-dire que la partie droite de votre œil droit et la partie droite de votre œil gauche, donc des deux yeux différents, c'est ça qui est important. Les axones des deux yeux différents mais transportant le même champ vont se rejoindre pour former le nerf optique, un nouveau nerf optique. Donc, la partie droite de votre œil droit et la partie droite de votre œil gauche, les axones vont se croiser dans le chiasme optique, ils vont se rassembler et vont continuer leur chemin jusqu'à l'aire visuelle primaire dans l'hémisphère droit du cerveau, donc le côté droit du cerveau, pour être plus bref. Et respectivement, pour la partie gauche, c'est exactement pareil. La partie gauche de chaque œil va, quand ils vont se croiser dans le chiasme optique, vont se rassembler et vont continuer leur route à l'aire visuelle primaire dans l'hémisphère gauche. Et enfin, le cortex visuel primaire va convertir les informations données par les nerfs crâniens en images. Voilà. Mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous faire partager deux informations toujours sympas à savoir. La première information concerne les enfants, ou plutôt les nouveau-nés. C'est-à-dire que 80% des nouveau-nés naissent hypermétropes, 5% naissent myopes, et les 15 autres pourcents naissent sans aucun problème de vision. Alors la myopie, même si je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est un trouble de vision où la personne voit flou de loin. L'hypermétrope, en revanche, est un défaut visuel où l'enfant va moins percevoir les objets rapprochés. Comme, je ne sais pas si vous avez par exemple vu dans vos familles, ou je sais pas, quelque part, si vous travaillez en crèche ou dans des garderies, ou je sais trop où, des enfants qui se collent aux écrans, qui se collent à la télé, ou qui se rapprochent généralement d'un objet, je sais pas moi, des jouets, etc. pour mieux les voir.
C'est pas parce qu'ils sont bêtes ni quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que quand l'objet est relativement proche d'eux, c'est-à-dire moins de 30 cm, 1 mètre, un grand max, ils le perçoivent moins bien. Du coup, instinctivement, ils se rapprochent de l'objet en pensant qu'ils vont le voir, ils vont mieux le voir plutôt, alors qu'au final, ils n'y peuvent rien. Mais notons que l'hypermétrope diminue généralement avec l'âge. Généralement, il y en a que ça s'aggrave, mais généralement ça diminue avec l'âge pour que à peu près entre 7 et 10 ans, approximativement, ça dépend toujours des individus, etc. Mais approximativement, entre 7 et 10 ans, elle devient relativement négligeable. La deuxième information concerne les cônes. Alors, on a vu précédemment que ce sont des cellules photoréceptrices, qu'il existe les bâtonnets et les cônes, que les bâtonnets sont responsables de la vision crépusculaire et nocturne en noir et blanc, entre guillemets, et que les cônes sont responsables de la vision diurne et colorée. On sait aussi qu'il existe 3 types de cônes, des rouges, des bleus et des verts. Mais, dans de récentes études, il a été prouvé que 10% des hommes et 50% des femmes posséderaient un 4e cône que l'on nommerait un cône orange. Alors quand je dis cône orange, ça ne veut pas dire que le cône est de couleur orange, c'est-à-dire que ce type de cône est sensible aux couleurs orange. Comme le cône bleu qui est sensible aux couleurs bleues, que le cône rouge est sensible aux couleurs rouges et que le cône vert est sensible aux couleurs vertes. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas encore tout découvert de cet organe que beaucoup de monde surnomme le miroir de l'âme. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, etc. Mais surtout, vous donnez vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, pour que je puisse m'améliorer. Mon Facebook et mon Twitter sont dans la description, enfin je mets le lien dans la description plutôt. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Cette blague était pourrie, je suis vraiment désolé, j'étais obligé de la faire. Et je vais conclure cette émission par une citation d'Oscar Wilde. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Voilà, je vous remercie.